Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actu territoriale. On va voir ensemble les actus de décembre, mais avant tout, évidemment, je vous souhaite une bonne année 2024, pleine de réussite à vos concours, j'espère en tout cas. Et ces vidéos d'actu territoriale, évidemment, peuvent vous aider à arriver à cet objectif, donc on y va tout de suite. Alors d'abord, on va voir une série, on va voir deux articles qui font un peu de prospective, et notamment le premier sur l'intelligence artificielle, qui est un sujet, alors bien sûr dans le privé, mais moi, nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout dans le public. Les conséquences de ce déploiement de l'IA sont relativement grandes, on en a déjà parlé ici, mais ce qu'on nous dit à travers une nouvelle étude, c'est que le secteur public sera plus touché que le secteur privé, puisqu'il y a quand même beaucoup plus de postes liés à du travail de bureau, entre guillemets, et donc, on nous dit que 37% des emplois publics seront exposés et que l'IA, elle peut remplacer petit à petit des fonctions comme la gestion des données et l'archivage, l'information et la réponse aux demandes de renseignement. Ça, on avait vu qu'il y avait déjà une expérimentation dans l'État où voilà, les agents étaient aidés par une IA et les premiers retours sont plutôt bons. C'est pas un remplacement des agents par l'IA, c'est plutôt une aide, on va dire. Pour les tâches administratives aussi, comme les prises de rendez-vous, le traitement de correspondance, l'envoi de circulaires et d'enveloppes, etc. Tout ça, à terme, sera évidemment touché. Mais on nous dit qu'aussi, dans la fonction publique, seront les bibliothécaires, les documentalistes, qui seraient a priori les métiers les plus touchés dans le secteur public. Mais il ne faut pas forcément le voir d'un mauvais œil, même si on a des inquiétudes légitimes, puisque ça peut aussi améliorer l'efficacité opérationnelle du public, puisque ça pourrait libérer des ressources pour se concentrer sur des tâches plus complexes, notamment en proximité avec les usagers, donc avec une expertise humaine. Donc c'est vrai que si c'est pour nous libérer du temps pour faire du travail un peu plus humain, plus on pense par exemple au département sur le suivi des bénéficiaires des aides, bon bah évidemment c'est une bonne nouvelle. Maintenant, faut pas être trop naïf non plus. Il y a des risques de remplacement par souci d'économie, donc voilà, il faut rester quand même vigilant sur cette question, mais le tableau n'est pas tout noir non plus. En tout cas, pour la suite, ça pose plein de questions, notamment la compréhension et la quantification de cette nouvelle dynamique. Donc tout ça, ça va impacter bien sûr les services RH, puisqu'il faut aussi accompagner cette automatisation, et puis il faut accompagner cette réallocation des ressources humaines. Ça va changer aussi les politiques de recrutement, etc. Donc ça pose évidemment beaucoup de questions. Ensuite, prospective toujours, alors cette fois-ci plutôt sur qu'on appelle vulgairement depuis des années le millefeuille administratif. Dit autrement, avec un peu plus de détails, il y a une mission qui va avoir lieu avec comme objectif l'objectivation des coûts de l'enchevêtrement des compétences et des responsabilités entre les administrations publiques, mais aussi le coût complet des normes applicables aux collectivités territoriales. Bon, expression un peu complexe pour dire en gros millefeuille administratif et pour dire inflation des normes, en gros. Et sur ces 2 volets-là, effectivement, ça représente des surcoûts, mais on sait toujours pas trop précisément de combien. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que, c'est préjudiciable à la clarté et à la qualité de l'action publique, notamment dans certains domaines comme le développement économique, la formation professionnelle, les politiques sociales, la politique de l'habitat, bref, et d'autres. Et c'est vrai que cet enchevêtrement de niveaux administratifs qui interviennent, bon, c'est pas forcément la chose la plus efficace du monde, même si ça se justifie parfois, ça n'a pas été fait non plus juste par plaisir d'être compliqué. Mais en tout cas, je trouve ça sain que la question soit reposée. Et puis aussi l'autre question, celle de l'inflation normative, qui est l'autre source de complexité, nous dit l'article, et de coûts pour les collectivités territoriales. Et quand on parle de ces domaines normatifs, en priorité seront examinés la transition écologique, le logement et l'habitat et l'accessibilité. Et c'est vrai que ce sont des domaines, on le voit bien, le logement, la transition écologique avec tout ce qui est ZAN, etc. Bon, bah, c'est une véritable inflation normative pour les collectivités, ça devient de plus en plus compliqué d'agir et ça nécessite évidemment de plus en plus de moyens. Et donc pour les collectivités, notamment les plus petites, c'est de moins en moins facile. Alors cette étude, cette mission, elle est à mettre en parallèle avec celle d'Eric Woerth, qui lui doit s'attacher à clarifier les niveaux de compétences et à traiter de la simplification normative. Donc on voit que ça se recoupe pas mal. Donc 2024, on devrait avoir quand même pas mal de matière à réflexion sur l'avenir de la décentralisation et espérons à clarifier
un peu plus le qui fait quoi. Et donc les conclusions de ces missions devraient être remises vers avril-mai 2024. Donc on veillera dans les actus territoriales sur tout ça. Ensuite, un article sur la décentralisation du logement. On nous dit que la concertation est lancée. Effectivement, depuis décembre, on a des concertations entre l'État et certaines associations comme bon, l'AMF, la plus connue, Intercommunalité de France, Département de France, Région de France, etc. Et tout ça va nourrir un futur projet de loi sur la décentralisation de cette politique du logement qui sera déposé normalement au printemps 2024. Donc on nous part d'un constat qui est le suivant, c'est que les besoins des habitants en matière de logement, ils diffèrent de plus en plus en fonction des territoires. C'est pour ça qu'il faut rapprocher les décisions en matière de politique du logement des habitants des territoires. Mais il faut aussi clarifier et simplifier les responsabilités des collectivités et de l'État pour que le citoyen, encore une fois, comprenne mieux le qui fait quoi. Donc les concertations nationales et territoriales, elles sont prévues jusqu'en avril prochain, hein. Donc on voit que là, avril, mai, il y a pas mal de choses qui vont se passer, mais d'ici là, on aura probablement d'autres articles à se mettre sous la dent pour mieux comprendre les enjeux derrière toutes ces questions. Alors ensuite, autre bloc sur l'attractivité à la fois des carrières publiques, mais aussi des carrières politiques, et notamment dans le local. En effet, on nous dit à travers une nouvelle étude du CNFPT que les employeurs territoriaux, ils agissent beaucoup, enfin dans la mesure du possible, mais en tout cas d'abord sur la rémunération et sur les conditions de travail des agents pour attirer, et que un quart des collectivités déclarent faire évoluer leurs modalités de recrutement. Donc c'est une question qui est vraiment prise en compte et prise au sérieux par les collectivités. En effet, dans ce panel, on nous dit que plus de la moitié répondent que pour développer leur attractivité, elles agissent sur la rémunération et qu'elles recourent aussi à l'amélioration des conditions de travail. Donc elles prennent bien en compte ces deux piliers pour attirer de nouveaux talents dans la fonction publique, puisqu'on sait qu'il y a quand même une crise des vocations, on en parle depuis quelques mois. Et pour l'instant, les réponses de l'exécutif sont, à mon sens, insuffisantes, puisqu'on parle beaucoup des conditions de travail. Donc bon, bah, pourquoi pas, ça fait partie du package. On parle un peu moins de la rémunération et on le comprend parce que bon, bah, derrière, il y a des considérations financières, de gestion d'un budget, mais toujours est-il que bah, c'est quand même le nerf de la guerre. Et ça, par contre, les collectivités l'ont bien en tête, même si elles ne sont pas dépensières au sens où elles-mêmes ont un budget à gérer, mais elles savent que c'est quand même le nerf de la guerre si elles veulent attirer de nouveaux talents. Et puis derrière, surtout, ce qu'elles savent, c'est que bah, la qualité des services publics est dégradée si on n'arrive pas à employer de nouvelles personnes. Donc forcément, c'est un véritable enjeu. Et donc, parmi les métiers qui sont touchés hein, par rapport à ce manque d'attractivité, il y a le métier de secrétaire de mairie, et dont on va parler dans le prochain article. En tout cas, ce que j'aime bien aussi dans cet article, c'est qu'on finit quand même sur une note de positivité. On nous dit que le monde territorial ne doit pas se désespérer, car la fonction publique territoriale conserve des atouts. Certains candidats et agents sont en effet intéressés par les possibilités de déroulement de carrière et d'évolution professionnelle qu'elle peut offrir. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort, moi, quand je parle avec des candidats. Bon, déjà, on va pas se le cacher, le côté sécurité de l'emploi, ça, c'est toujours quelque chose qui est important. Et au sein même, on va dire, de cette sécurité de l'emploi, c'est que c'est pas seulement figé, il y a aussi ce côté déroulement de carrière où par le mérite, notamment par la réussite de concours en interne, eh bien on peut évoluer dans notre carrière. Là où dans le privé, ça va être plutôt par les affinités, par le réseau, par aussi le travail, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je veux pas non plus caricaturer, c'est plus compliqué que ce que je dis, mais en tout cas, vous voyez que dans le public, déjà à la force du travail et notamment par les concours en interne, on peut se bâtir une belle carrière sans réseauter, etc. Donc ça, c'est quand même un bel atout. Et puis on nous dit aussi que plus globalement, le service de l'intérêt général demeure une valeur forte ayant du sens. Et ça aussi, c'est quelque chose qui reste quand même. Moi, c'est quelque chose que j'avais quand je suis rentré dans la fonction publique. J'avais envie de servir l'intérêt général. C'est très bateau dit comme ça. Et pour un oral, il faut le dire autrement, évidemment, mais là, on est entre nous. Et c'est quelque chose qui est vrai dans mon cas et qui est vrai dans le cas de beaucoup de gens avec qui je discute. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui reste important et qui continue, du coup, d'attirer de nouvelles personnes dans les carrières publiques. Et donc, sur les secrétaires de mairie, on commence à en parler. Il y a un article qui leur est consacré, puisque la commission mixte paritaire s'est mise d'accord sur l'évolution du statut des secrétaires de mairie. D'ailleurs, on les appellera plus comme ça, mais secrétaire général de mairie. Alors bon, ça c'est pour le nom, d'accord, mais l'info principale, c'est qu'il y aura plus de catégorie C à terme
dans les secrétaires générales de mairie, ça va être du B minimum, donc ce qui impacte à la fois la reconnaissance, il y a une meilleure reconnaissance du statut, on va dire, entre guillemets, mais surtout de la rémunération, on en parlait. Et donc c'est là où on voit que l'exécutif commence à bouger un peu sur cette ligne-là, en se disant, bah oui, il y a bien un moment où il va falloir qu'on bouge sur les rémunérations. Pour l'instant, c'est pas sur l'ensemble des fonctionnaires avec une grande remise à plat pour tous les fonctionnaires, mais sur certains métiers en tension. Et là, les secrétaires de mairie, pour le coup, c'est en tension. Voilà, ils commencent à bouger, donc moi, je trouve ça quand même assez positif pour l'avenir. Et donc, par contre, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un distinguo entre les communes de moins de 2000 habitants qui devront avoir des secrétaires générales de mairie d'au moins catégorie B. Et pour les communes de plus de 2000 habitants, là, c'est carrément une obligation d'être en catégorie A. Donc ça va même au-delà des espérances lors des premières discussions. Donc voilà, je trouve que c'est quand même bon signe, même si ça ne concerne que les secrétaires de mairie. Donc ça, c'était pour le côté attractivité pour les agents publics. Maintenant, pour les élus locaux, donc il y a aussi une délégation sénatoriale aux collectivités qui a fait de nouvelles propositions hein, à travers deux rapports flash sur ce statut de l'élu local. Et le but, grosso modo, c'est de faciliter la vie des élus et de rendre les mandats locaux plus attractifs. Alors, on va pas aller dans le détail, je vous laisserai les lire si vous le souhaitez, mais en gros, les leviers que proposent là les sénateurs, c'est de jouer sur les crédits d'heures, sur la prévention des conflits d'intérêts, sur la responsabilité pénale, bref, sur pas mal de choses comme ça qui peuvent faciliter la vie d'un élu local qui doit souvent jongler avec sa vie professionnelle à côté, donc c'est pas toujours facile. Et donc toutes ces propositions, elles devraient alimenter la proposition de loi sur les conditions d'exercice des élus que le Sénat va présenter début 2024. Donc on voit qu'il y a pas mal de choses qui vont bouger à la début 2024. Ensuite, à travers deux articles, on va se poser la question suivante et qu'un jury un peu taquin pourrait vous poser, c'est est-ce que les collectivités territoriales font ce qu'elles veulent? Alors, c'est une question un peu provocante, mais qui se justifie à travers deux cas, notamment sur cette fin d'année 2023, début 2024. C'est bon, l'installation de crèches de Noël dans certaines mairies, qui fait polémique, donc sur fond de laïcité, évidemment. On nous dit par exemple qu'en 2018, le maire de Châteauneuf-les-Martigues avait gagné en justice face à des associations qui lui reprochaient l'installation de cette représentation de la nativité à l'entrée de la mairie. Donc on voit que juridiquement, ça reste un flou hein, sur cette question. C'est vrai qu'il y a la laïcité, mais on voit que la jurisprudence, dans certains cas, donne raison au maire. Certains élus locaux, comme Renaud Muselier, nous disent que pour lui, le fait d'avoir une crèche dans le hall d'entrée de son bâtiment public, pour lui, c'est pas une entorse au principe de laïcité. Et à travers cette vidéo, moi là, le but, c'est pas de vous dire, bon, je suis pour, je suis contre. Ça, c'est pas la question. Par contre, vous, en tant que candidat, surtout à l'oral, c'est le genre de question piège qu'on peut vous poser pour voir si vous maîtrisez ce qu'a le droit de faire une collectivité ou pas. Hein. Quelle est sa relation avec l'État? Où elle se situe dans la hiérarchie des normes? Hein, voilà, c'est sous cet angle-là qu'il faut voir les choses. Et donc, je vous invite, à travers ce genre d'article, à réfléchir déjà à une réponse possible. Parce que, en plus, là, ça va encore plus loin avec la récente loi immigration, où on a 32 départements qui annoncent qu'ils n'appliqueraient pas les prérogatives de l'État. Donc là, on a des départements, des collectivités, qui annoncent clairement qu'ils refuseront d'appliquer la loi. Donc là, on est sur autre chose. Là, c'est clairement illégal. On nous le dit ici, par exemple, la ville de Paris préfère donc ne pas appliquer la loi sous couvert d'application des droits et des principes constitutionnels du pays. Donc on voit que là, cette collectivité fait appel dans la hiérarchie des normes à quelque chose qui se situe au-dessus. Donc en ça, il pourra éventuellement y avoir un jugement hein, au tribunal administratif. Mais a priori, c'est quand même quelque chose de pas légal. Une collectivité n'a pas le droit de ne pas appliquer la loi. Mais voilà, attention, c'est quelque chose sur lequel un jury pourrait vous titiller. Donc, essayez de préparer ça au cas où, parce que, bah, on sait jamais. Et enfin, je voudrais finir avec le rapport annuel sur l'état de la fonction publique de 2023 qui est paru. Alors, ce rapport, hein, il vise à diffuser les données et analyses relatives au RH des trois versants de la fonction publique. Et notamment, même si vous ne le lisez pas en entier, vous avez des petites infographies comme ça qui montrent les principaux chiffres. Donc ça permet de nous mettre à jour. Par exemple, dans la territoriale, ça représente 34% des fonctionnaires et 1,9 million d'agents en tout, en comparaison avec les 2,5 millions d'agents à l'État et 1,2 million dans l'hospitalière. On voit l'évolution des effectifs aussi,
qui est plutôt à la hausse ces dernières années, même si dans la fonction publique territoriale, on avait connu une baisse entre 2019 et 2020, mais là, ça repart plus ou moins à la hausse. Alors, je vais pas tout vous montrer, mais en tout cas, ce chiffre-là, il est aussi intéressant à comparer. On a une petite hausse des effectifs, mais on voit en même temps que la part de la fonction publique dans l'emploi ces dernières années, il baisse. On était à peu près à 22% en 89, on est en 2021 à 20%. Donc certes, les effectifs de la fonction publique augmentent un petit peu chaque année, mais on voit que la part, elle diminue. Donc ça, c'est intéressant aussi quand on nous amène l'argument de bon, il y a de plus en plus de fonctionnaires, c'est incontrôlé, etc. Bon, bah, on voit que non, parce que cette augmentation, elle est quand même contenue, puisque la part de la fonction publique dans l'emploi au global, elle baisse. Bon, après, il y a d'autres chiffres par rapport aux femmes, par rapport aux différentes catégories. Donc, je vous laisse aller voir pour plus de détails et c'est toujours intéressant de se remettre à jour. Voilà ce que je pouvais dire pour cette actu de décembre. J'espère que ça vous aide à y voir plus clair. Et puis, vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter que j'envoie quasiment tous les dimanches pour vous faire une petite piqûre de rappel des news de la semaine. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!